Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Reset Your Mind. Aujourd'hui, j'accueille une invitée toute particulière à mon micro et j'en suis ravie, croyez-moi. J'adore cette personne aussi inspirante que drôle, aux valeurs profondément ancrées, qui n'a pas peur de se poser des questions, aussi inconfortables soient-elles parfois. Donc je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro, Lise. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Stéphanie de m'ouvrir le micro aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et avec les auditeurs. Ah, c'est génial. Aujourd'hui, on va parler de leadership au féminin. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce une réalité? Ou est-ce qu'on est maintenant un peu au-delà de cette scission, de cette guerre de tranchées entre genres? Mais tout d'abord, Lise, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, s'il te plaît? Eh bien, j'ai la petite quarantaine. Je suis en région lyonnaise et j'occupe un poste de direction scientifique dans l'industrie pharmaceutique depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Auparavant, j'ai fait un bref passage par l'enseignement supérieur également. J'ai toujours évolué dans un contexte plutôt multinational. J'ai travaillé à l'étranger en Europe. Actuellement, je travaille en France, mais l'essentiel de mes collègues sont situés en Amérique du Nord. Lors de ces dernières années, ce qui a été très important pour moi, c'est que pour progresser dans ma carrière, j'ai été accompagnée par différents coachs qui m'ont permis de dépasser certains de mes blocages et qui continuent toujours de le faire. Et ça a été vraiment, vraiment crucial pour arriver là où j'en suis maintenant. C'est intéressant. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est intéressant de voir que ça t'a apporté et que tu as eu plusieurs phases dans ta Mmh. vie et donc plusieurs accompagnements aussi avec des personnes différentes. Ça, c'est hyper intéressant. Dis-moi, Lise, qu'est-ce que cela signifie être une femme leader dans un monde scientifique? Comme tu le sais, moi, je viens plutôt de la tech, du digital et du web. Toi, tu évolues dans un monde scientifique et international aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme leader dans ce contexte-là? Dans ce contexte, être une femme leader, ça veut dire accepter de s'exposer à beaucoup d'incertitudes. On est à la fois dans un milieu, qui est en pleine révolution, permanente, révolution technologique, avec des techniques de pointe, des techniques qui peuvent être complexes, des évolutions réglementaires, qui se font en continu. On est également, face à des évolutions géopolitiques très contrastées, avec des, chefs de gouvernement dans des grandes puissances qui peuvent avoir des effets au niveau de leurs décisions internes et externes sur les entreprises, notamment celles qui travaillent à l'international, et qui peuvent être rebattues à tout moment en fonction des tensions diplomatiques. Et enfin, les entreprises s'adaptant à ces changements permanents, on doit apprendre à gérer l'impermanence et les réorganisations, les changements de stratégie qui se succèdent assez rapidement. Et donc globalement, être une femme leader dans ce contexte-là, c'est, à mon sens, ne pas se laisser happer par ses émotions, notamment les émotions de peur ou par les émotions des autres et les faire, ne pas les faire siennes. Ouais, alors ça, tu touches du doigt 2 Mmh, choses quand même assez compliquées. La gestion de ses propres émotions. Personne ne nous a appris ça. Donc on a parfois aussi, ne serait-ce que du mal à les nommer et ne pas gérer les émotions, des autres. Et c'est vrai qu'en phase plutôt, d'incertitude comme tu évoques, et c'est vrai que le monde actuel est en train de énormément changer et de s'accélérer, tout de suite, ça vient un peu nous mettre en stress. Parce qu'il y a de plus en plus d'inconnus, on est exposé de plus en plus à des, situations inconnues, à des contextes anxiogènes qui nous on ne sait pas forcément maîtriser à l'avance et qui nous stressent. Et donc, quand on est en stress, on a encore plus de mal à garder cette lucidité-là. Pourtant, toi, tu la présentes dès le début comme clé quand on est une femme leader dans son contexte quotidien. oui, parce que je pense que, c'est quelque chose qui m'a fallu du temps à apprendre et à appréhender. Déjà, ne serait-ce que le conscientiser. Comme tu le disais, on nous apprend pas, à l'école à gérer les émotions. On nous apprend pas à les identifier. On connaît les 5 émotions de base, mais quand il est question d'apporter de la nuance, parfois le vocabulaire, devient limité. Ça semble simple quand je le dis comme ça, mais déjà, ne serait-ce que nommer ses émotions, voir ce qui se passe aussi dans une entreprise ou même dans les relations, internationales, de voir les tensions qu'il peut y avoir, comprendre les peurs,
Je parle de mon milieu, on voit bien qu'il y a des tensions entre le monde occidental et les pays émergents, tels que la Chine ou l'Inde, où il peut y avoir des batailles, entre guillemets, au niveau des marchés. Tout ça génère énormément de peur, de doute. Si on reste dans les peurs et dans les doutes, en général, c'est pas les moments où on va prendre les décisions les plus éclairées. Ça m'amène à te poser une question, peut-être un peu simple, mais à laquelle surtout il y a, je pense, pas forcément de bonne réponse, mais quelle serait, toi, ta définition du leadership, justement? Pour moi, le leadership, déjà, j'ai mis longtemps à le définir dans ma carrière. J'ai mis longtemps du temps à comprendre ce que pouvait être le leadership par opposition à management, que j'ai longtemps Mmh. confondu. Le leadership, en plus, c'était souvent une des valeurs dans les entreprises dans lesquelles je suis passée, les valeurs clés, mais c'était toujours assez vague et ça me parlait pas. Donc la définition que j'ai réussi à m'en faire, c'est vraiment que c'est un ensemble de compétences et j'insiste sur ce point, c'est que ce sont des compétences et c'est pas la main, de Dieu qui nous touche à la naissance en faisant de nous un leader versus, le reste du monde qui ne l'est pas. C'est vraiment des compétences qui font qu'on est en mesure d'emmener, que ce soit soi-même, parce qu'on peut être leader à titre individuel, ça n'a pas besoin d'être, dans le cadre de manager un groupe ou une équipe, mais on est capable d'emmener une personne ou une organisation vers des objectifs communs et on est capable de fédérer et de faire en sorte que chacun ait un rôle dans cette, mission qui peut nous dépasser, qui peut être plus grande que juste notre personne ou notre équipe. Il y a un côté vraiment prégnant de fédérer autour d'un objectif commun, si je comprends bien. Pour toi, un leader ou une leader, en l'occurrence, c'est fédérer, créer un espace pour les collaborateurs, pour l'équipe collaborateur, collaboratrice, pour atteindre cet objectif. Exactement et aussi ça nécessite on repart encore sur cette question d'adaptation, mais de s'adapter à chacun des collaborateurs. Dans le sens où on va les laisser pour accomplir, les différentes tâches qui mènent un objectif, on va leur laisser le choix, d'emprunter un chemin ou un autre qui les mènera vers l'objectif final. Il n'est pas question de vouloir à tout prix faire rentrer les gens dans un moule, de créer des carcans où, chacun doit se comporter de la façon dont le leader ou le manager a décidé. C'est vraiment une question de faire confiance et de comprendre aussi ce qui peut motiver les gens, ce qui les fait vibrer, comment les aider à avancer. Comment où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes de leurs propres émotions et de leur Mmh, propre vision des choses? exactement. Donc adaptation au monde du travail qui est en train de se révolutionner, adaptation au contexte, socio-économique qui bouge aussi beaucoup et en tant que leader, adaptation à ses, contributeurs, contributrices, pour atteindre le projet. Ça fait pas un peu beaucoup pour une seule et même personne? On n'est pas non plus dans la surperformance. On n'est pas dans, on va tout faire d'un coup et ça va être fabuleux. Parce qu'on sait que c'est faux. Enfin, moi j'ai envie d'y croire, hein, mais à mon expérience, non, ça n'est pas vrai. On va se prendre des murs, on va se prendre les pieds dans le tapis, on va avoir, soi-même ou les gens qui nous accompagnent, il y a des jours avec et des jours sans. L'essence de la chose, pour moi, cette définition-là. Mais rien n'est parfait et ça, je l'ai appris à la dure, que la perfection n'est pas un objectif en soi. Et qu'on a tendance, à s'auto-censurer énormément. Surtout quand on prend ses rôles pour les premières fois, quand on prend des équipes à gérer ou quand on prend des projets à l'idée pour la première fois, à se mettre une pression énorme par rapport il faut que ce soit bien fait, selon des critères qui nous sont propres en plus. Ce côté, pas le droit à l'erreur et j'aime bien que tu le soulignes ici en disant: «Mais en fait, on va y aller et on va apprendre à la dure ensemble». Tu as parlé aussi, un petit peu de management. Leadership, management, c'est quoi la différence pour toi? Je pense que c'est un sujet pour beaucoup de monde. On a une grande confusion des genres entre leadership et management et je pense que, on peut avoir une complémentarité dans les 2, mais la chose que j'en retiens pour moi, c'est que, on n'a pas besoin d'être manager pour être leader. Donc ce que je disais tout à l'heure, on peut être leader, à titre individuel.
En revanche, dans l'idéal, ma conception du manager, c'est qu'il est également leader, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on se retrouve régulièrement avec des gens qui sont promus managers parce qu'ils étaient des bons contributeurs individuels et qu'il y a une opportunité qui se présente dans l'entreprise de les promouvoir, et souvent on les promeut dans des postes de management qui sont pas nécessairement faciles à prendre, surtout s'il n'y a pas eu de préparation préalable. Et autant un leader, comme je le disais, peut être individuel, autant le manager qui reste individuel, ça va très, très mal se finir. C'est vrai que malheureusement, on est encore issus, alors ça tend à changer, hein, et c'est génial, mais on est encore dans un milieu où tu deviens manager parce que tu es bon contributeur individuel, tu es le plus expert ou la plus experte, mais on te promeut sans t'accompagner, sans te Mmh. former, en disant: «Non mais en management, c'est comme ça». Alors on en parle beaucoup du management, mais peu savent vraiment ce qu'il en est. En revanche, ça fait beaucoup de mal aux personnes qui deviennent managers ou aux équipes qui dépendent de Mmh. managers qui sont un peu perdus, en fait, qui ont des difficultés. Je suis assez alignée avec toi sur le fait qu'on peut être leader sans être, manager, donc responsable hiérarchique quelque part et que ça n'a rien à voir, que ce sont 2 métiers, 2 positions, 2 postures complètement différentes. Ça me fait une transition sur, cette fameuse question, leadership au féminin. Est-ce un vrai sujet ou un faux sujet? C'est mythe ou réalité, Lise? Je me suis torturé l'esprit pendant la préparation du podcast. J'ai réfléchi pendant 10 jours sur, qu'est-ce que le leadership féminin? Au bout de 10 jours, j'ai pas de réponse. J'ai du mal avec ce terme. J'arrive à définir le leadership, et le leadership féminin, la seule définition que j'en ai trouvée, c'est un leadership incarné par une femme. Point. Sauf que des femmes, il y en a quelques milliards sur terre, et je pense qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. Donc j'arrive pas à aller plus loin que cette définition-là. J'arrive pas à faire une généralité, et je suis finalement pas très à l'aise avec cette catégorisation. C'est plutôt la notion de sororité dans le leadership qui me parle, que Mmh. le leadership féminin. Par opposition, si je te posais alors ma question un peu différemment, mais est-ce qu'en fait, le leadership féminin, c'est pas, aussi quelque chose qui t'aide à, sortir de ce fameux syndrome de l'imposteur et te dire que, tu as le droit d'être là, tu es à ta place, tu es assez compétente pour être là? Alors, je te cache pas que le leadership féminin, c'est quelque chose c'est un concept qui m'a plu de façon transitoire. C'est-à-dire que, à un moment, ça m'a été plus qu'utile, en fait, de me dire, voilà, il y a des femmes qui sont leaders autour de moi, et il y aurait peut-être un leadership féminin auquel j'aurais envie de prendre telle et telle caractéristique qui me parlent, qui font écho à qui je suis, à mes valeurs, et ça m'a énormément aidée de voir des leaders féminines dans mon entourage. Alors ça peut être mon entourage, vraiment professionnel, mais ça peut être aussi dans les médias ou, via d'autres supports. Ça m'a été nécessaire à la construction du leadership que je voulais incarner. Néanmoins, quand on me parle maintenant de leadership féminin, j'ai du mal à formuler une idée générale de ce que ça Mmh. comprend. Bah, pour accompagner, chez Reset Your Mind, pour accompagner aussi bien des hommes que des femmes, pendant très longtemps et pourtant Dieu sait que je promeux énormément, la cause féminine de, «Osez mesdames, allons-y, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligées de choisir entre carrière et vie de famille». Il y a un équilibre à trouver, et qui vous est propre, en fait. Mais pour accompagner aussi bien des hommes et des femmes, parfois, je suis très surprise parce que de nombreux hommes ont les mêmes questionnements. Certains hommes aimeraient être plus présents pour leur famille, mais ils sont coincés avec ce poids du regard des autres, de qu'est-ce que ma famille va en penser, qu'est-ce que mes collègues, mes proches vont en penser si je pars plus tôt le soir, parce que ils ont cette image du rôle de père qui doit ramener l'argent à la maison, ou du monde, du rôle, l'image du rôle d'homme qui doit ramener l'argent à la maison, la nourriture, etc., etc. Et ça, c'est en train de changer. Mmh. Et ça, je trouve ça assez génial et c'est pour ça que j'avais à cœur de faire cet épisode leadership féminin, mythe ou réalité. Parce que plus j'avance et un peu comme toi, pendant longtemps, j'en ai eu besoin pour me rassurer et me dire que, bah, j'avais le droit d'être à cette place-là, j'avais le droit d'être directrice de machin, j'avais le droit de gérer des business units à plusieurs millions d'euros et de chasser ce syndrome de l'imposteur. J'avais besoin de ces rôles modèles comme tu évoques
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup plus vaste que ça et que le leadership, tu en as autant que de personnes, sur cette terre qui l'incarnent parce qu'il dépend énormément, tu l'as dit, de tes valeurs, je rajouterais de ton expérience personnelle, de ton éducation et du chemin, des phases par lesquelles tu es Mmh. passé toi-même. C'est vraiment clé ce que tu dis, ça tout est une espèce de construction de tous les moments de vie qu'on a pu avoir et toutes les expériences qu'on a pu avoir et ce qu'on en retient et l'espèce de construction mentale qu'on en fait. Par exemple, je parlais avec mon mari, l'autre jour pour lui poser la question justement ce qu'est le leadership féminin pour lui et il travaille dans un milieu qui est quasiment à 100 féminin. Il a toujours eu des, managers, des leaders, Des figures de direction? des figures de direction, merci, qui sont féminines, mais pour lui, c'est une évidence. Pour lui, c'est un non-sujet. Bah, j'adore. Les leaders sont des femmes c'est parce que, pourquoi pas? Ouais, la question pour lui se pose même pas, c'est Mmh, un état naturel des choses. exactement. Est-ce que toi, tu perçois de grands écarts, dans ton quotidien professionnel avec, les différents pays, les différentes cultures avec lesquelles tu travailles justement au quotidien? C'est très intéressant d'être exposé comme ça à différentes cultures, parce que c'est là où on se rend compte que la vision du leadership ou la culture du travail varie énormément entre les pays et encore plus entre les continents. En Europe, en général et puis, en France en particulier, on n'a pas forcément la même, tolérance au risque. On fait beaucoup d'analyses de risque, on pèse le pour et le contre avant de prendre des décisions et en Amérique du Nord, on va en général, y aller franco et puis on réfléchit, au fur et à mesure du projet. C'est vraiment ce qu'on appelle la can-do attitude là-bas. Même si c'est vrai que parfois ça peut être un peu poussé à l'extrême, c'est quelque chose que finalement j'apprécie et avoir cet équilibre entre culture européenne et culture nord-américaine, je trouve ça enfin c'est très précieux. Mais j'ai noté aussi que, chez mes collègues américains, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de codes pour eux à respecter. Il y a plus ce poids de l'importance du travail et du fait de, vivre pour travailler et non pas, travailler pour vivre, comme on peut le Mmh. faire, parfois en Europe. Pour eux, j'ai l'impression que, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup, il faut le montrer aussi, Mmh. Le heu, côté, tout work tout hard, play hard. exactement et qu'on fonce, on est comme un mec, quel que soit, son sexe biologique et donc c'est quelque chose que je retrouve à la fois chez les femmes et chez les hommes et une petite anecdote qui peut sembler vraiment, très légère, mais j'ai remarqué que régulièrement quand je suis en communication avec des femmes, leur voix est beaucoup plus grave et je me suis renseignée un petit peu et il y a une mode ou un mécanisme qu'on appelle le vocal fry, qu'on pourrait traduire en français par la friture vocale ou la voix craquée et c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les femmes à certains niveaux de poste pour avoir une crédibilité plus importante, pour mieux se faire entendre, de, D'accord. baisser artificiellement, hein, juste par les mouvements du larynx, de baisser les octaves de la voix, avoir une voix plus grave et qui a une espèce de petits craquements et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a entendu, on y est Tu le beaucoup plus remarques régulièrement. sensibilisé, on le remarque beaucoup plus facilement et en fait, ce mécanisme-là, visiblement, c'est pour, ça inspire un peu plus de sérieux, de crédibilité et une notion aussi d'éducation qui est plus poussée et Ouais, mais là, effectivement, tu viens toucher des biais, éducationnels, des biais cognitifs qui sont, que même encore aujourd'hui en 2024, quand un homme va parler, si un homme parle et qu'une femme parle et qu'ils disent tous les 2 la même chose, on va avoir tendance à accorder plus de crédit à l'homme, à l'entendre vraiment, à l'écouter vraiment et par cette voix grave, en fait, par effectivement cette octave que tu évoques, contrairement à une femme qui a une voix un peu plus, fluette, un peu plus légère et ça, c'est vrai qu'il y a des études qui le montrent, qui le prouvent, mais je ne savais pas qu'il y avait cette mode-là de vocal fries, aux États-Unis. Cependant, ça ne m'étonne pas. disons que c'est une façon parmi d'autres d'apporter plus de poids à ce qu'on dit. Alors c'est intéressant, tu vois? Mais je trouve quand même que c'est un peu dommage de devoir se vêtir
adopter les coutumes, adopter les signes extérieurs masculins pour être entendu. Parce que bon, ce que j'ai vu au travers des dernières années, par mon expérience personnelle, professionnelle ou à travers le coaching, c'est qu'en fait, on est tout aussi légitime en tant que femme et qu'on a notre touche à apporter. On a notre voix à apporter, on a une façon de faire un peu différente et il y a un petit côté de travestir qui on est quand on fait ça, je trouve. Mais je pense que, on en est tous là à un moment et on parle de moments de vie, tu vois? Par exemple, on peut à certains moments se dire qu'il y a des types de leadership féminin et après finalement se faire une autre opinion parce qu'on a été exposé à autre chose, on a eu d'autres expériences. On voit par exemple, pour des politiques, si, les politiques ne se présentent pas devant nous avec un costard cravate ou avec un tailleur, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau est formaté à ne pas le positionner dans la bonne case de l'échelle hiérarchique, de la société. Voilà. Donc à un moment, pour être entendu et pour avoir cette position où on nous écoute, peut-être que pour, monter les premières marches, de l'échelle, peut-être que, quelque part, on a besoin, pour se rassurer et pour avoir de la crédibilité, de passer par quelques travestissements. Ça me fait la parfaite transition, d'un des derniers, sujets que je voulais évoquer avec toi, qui est le phénomène d'opt-out. Opt-out qui est excellemment bien décrit par, Céline Alix dans son livre, «Merci mais non merci». Donc Céline Alix alors il est ultra documenté. Si vous aimez les chiffres, il y a tous les chiffres, toutes les études dedans. Elle a fait un travail absolument, phénoménal. Le phénomène d'opt-out, c'est, le phénomène qu'on constate de rejet d'un modèle de récit traditionnel, d'un modèle, je dirais, typique auquel on a tous été, exposés et ces femmes qui ont une brillante carrière, de brillantes études, une brillante carrière, rejettent cette, carrière-là, ces étapes-là et soit retournent à la maison, si je puis dire et s'occuper, de la famille et se consacrer à s'occuper de la famille, soit décident de recréer une activité, souvent en lien avec, ce qu'elles ont fait préalablement, mais de le faire différemment et elles sont ainsi en train de créer un espèce de code d'une nouvelle forme de réussite sociale, en s'appuyant sur leurs connaissances, mais en rejetant complètement les codes valides et validés, historiques, pour redéfinir leur propre code. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Bah, j'en pense que, si on va par là, ça l'image qui me vient quand tu parles de retour à la maison, c'est assez péjoratif. Mais en même temps, je pense à cette mode des tradwives qu'on a sur les réseaux sociaux où, des femmes, on est bien conscient, hein, que tout est un peu, romanticisé, Mmh. mais voilà, ce sont des femmes qui, font, tout à la maison, de leur blanche-main avec, tous les ingrédients pour cuisiner à partir de zéro. Elles font leurs vêtements, elles s'occupent des enfants, tout est parfait. Bon, au final, je pense que c'est surtout, une façon d'être chef d'entreprise d'une façon différente. Ce qui me pose problème, c'est surtout le message qui est véhiculé et le fait d'être, dans cette vie, traditionnelle qui est même pas, je sais même pas si on peut utiliser le terme traditionnel pour décrire ça, mais je pense que ça donne un exemple, totalement hors de la réalité. Si on le prend au premier degré, ça peut même être très dangereux, le fait de se remettre au fourneau finalement. Pour ce qui est de l'opt-out et du fait de créer son propre modèle, peut-être que tout simplement le modèle d'entreprise, pour les personnes qui quittent le monde de l'entreprise pour, ce genre de raisons, peut-être que cette entreprise est sclérosée. Peut-être que cette entreprise a été ce carcan et pour, ces entreprises est daté. Est-ce que, les femmes sont les seules à ne pas rentrer dans le moule? Je ne sais pas. L'exemple que tu prends, c'est vraiment les femmes qui décident de fixer leurs règles du jeu et qui Mmh. choisissent d'avoir un impact
hors de l'entreprise. Oui, oui, pour avoir, beaucoup discuté avec, des femmes qui ont vécu ça aussi, de mon entourage, professionnel ou personnel, qui ont fait ça, des grandes avocates, des grandes VP dans des grandes boîtes. En fait, il y avait vraiment ce côté de ces codes, ces règles faites par des hommes pour des hommes à la base ne me conviennent pas. Ne me conviennent pas et j'ai envie de faire autrement et je me sens libre justement après avoir eu une certaine carrière, après avoir m'être montré à moi-même ce dont j'étais capable, et ben, j'ai envie de créer mes propres règles et de créer ma propre définition de la réussite sociale. Et ça, c'était il y a quelques années en arrière et ce que je constate ces dernières années plus proches, c'est que ce mouvement d'opt-out est aussi beaucoup rejoint par des hommes. Mmh, Donc en fait, j'ai l'impression que c'est pas une question de genre comme mmh. le leadership. Donc mesdames, le leadership est aussi fait pour vous. C'est plutôt des codes obsolètes. Tu touches du doigt c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est les codes sont obsolètes, sont passés et le monde du travail est en train de complètement changer. Il a déjà énormément changé et nous le faisons changer encore plus. Après, je vois qu'il y a des règles aussi, pour travailler dans un milieu assez international, des règles qui peuvent être, très différentes selon les pays et qui, pour le coup, touchent le congé maternité, par exemple. Donc ça, typiquement, ça ne peut concerner physiologiquement que les femmes et je vois, par exemple, une personne de mon équipe qui va avoir un congé maternité, qui a décidé elle a décidé de prendre un congé au-delà du minimum légal dans son pays et c'est quelque chose qui fait des commentaires. Je me D'accord. retrouve à devoir presque la défendre, à Ah, expliquer le contexte. J'en suis assez choquée parce que finalement, ça reste quelque chose qui me semblait être, de l'ordre du passé, mais travaillant beaucoup avec les US où le congé maternité est un peu, non très, très existant, court. comme je le dis souvent, on perd les os, sur la moquette de l'open space et puis, on revient directement de la maternité. Bah, forcément, quelqu'un qui prend un congé maternité de plusieurs mois et ben, ça fait grincer des dents Ouais. et on en est encore là. C'est vrai que quand tu travailles avec plusieurs pays, en France, c'est 2-3 mois, je crois, après la naissance où tu reviens, au bureau, enfin, en fonction de si c'est ton premier, et cetera. C'est un peu variable, mais on va dire 2-3 mois. En Allemagne, si tu prends pas la première année, tu es Mmh, très c'est mal vu en mal tant que vu. mère et tu as cette charge, cette culpabilité en plus de, revenir trop tôt, tu es une bad mom. UK, US, tu l'as dit, États-Unis, c'est quasiment inexistant. Canada, c'est beaucoup plus long. Canada, c'est 1 an. Je Ça doit être sympa. Voilà, donc sachant que, souvent les personnes qui ont plusieurs enfants vont avoir des enfants avec, 2-3 ans d'écart. J Du côté des employeurs, il peut y avoir des réactions, que je ne cautionne pas. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais, on a encore un peu de chemin à faire, mais en tout cas, les choses ne changeront que si effectivement il y a un peu plus de femmes et que ça devient un peu plus la normalité de devoir aussi s'absenter dans une carrière. Mais je tiens à souligner, je suis extrêmement contente de la personne de mon équipe qui va partir en congé maternité parce qu'elle s'est battue et elle a réussi à obtenir plus de temps au niveau, de l'entreprise. C'est la première personne du pays où elle se situe qui pourra avoir 6 semaines. 6 semaines, un bébé Oui, de 6 semaines, c'est c'est petit encore un court bébé à 6 semaines. et elle a réussi à obtenir ça et à faire bouger les lignes et Waouh! sincèrement, quand j'ai appris ça, j'ai été, super fière. Il y a encore des combats à mener qui sont devenus notre, normalité à nous, Européens, Français, on va dire, mais qui sont loin d'être le cas partout. Super, merci beaucoup Lys, pour ce partage et pour cet échange. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quand on parlait de leadership féminin tout à l'heure et de tout le chemin qu'on a parcouru avec, le fait de croire en ça, après un petit peu de s'en détacher, pour moi le mot important à retenir ici, c'est la sororité Mmh mh. et toute l'entraide qu'on peut avoir, lorsqu'on a des figures féminines positives et ouvertes qui nous entourent et justement le fait d'avoir des positions de leadership de, pouvoir montrer de façon, indirecte que le leadership, c'est aussi pour les femmes, mais également accompagner des personnes qui, ont un potentiel
mais n'osent pas l'exprimer, n'osent pas dépasser leur peur. Et c'est vraiment créer cette espèce de cocon et de contexte positif où on donne le droit aux autres d'exprimer leur leadership s'ils le souhaitent. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être leader Mmh. et c'est pas grave. Et c'est Ça pas n'est une pas une obligation. obligation. Tout à fait, et c'est pas pour autant que tu n'auras pas la reconnaissance, que tu n'auras pas réussi ta carrière. Tu Mmh. peux être un contributeur individuel excellent et avoir une très jolie carrière. Mais c'est vrai que c'est encore l'ancien schéma ancré de, si tu veux évoluer et réussir, il faut que tu sois manager et que tu aies la plus grosse équipe possible. C'est ça. J'avais fait un épisode de podcast sur ce sujet-là où justement quand manager ne fait plus rêver, et je vous avais retracé au travers d'une interview croisée aussi d'une, personne qui avait, lâché le management parce que ça ne la faisait plus vibrer pour se reconvertir en développeuse informatique. Et ça, j'avais trouvé ce partage d'expérience, enfin ce partage de moments de vie absolument, génial. Il faut tordre le cou au syndrome de la queen bee. Ah, Queen Bee. Vas-y, parle-moi de ce tordre le cou de Queen Bee. On a Beyoncé dans En l'absolu. en fait, la queen bee, c'est la reine de la ruche et cette espèce d'image qu'on a un peu comme, le personnage de Cruella, dans Les Soins dalmatiens, de la femme qui est leader et qui écrase tout le monde autour d'elle. Ça peut arriver, hein, ça c'est pas exclu. Mais justement, c'est toujours dans ce principe de sororité, de savoir faire la courte échelle, aux autres plutôt que, de diviser pour mieux régner. Il y a pas de danger, en fait, à partager, ses positions de leadership. Au contraire, on peut aller que dans une dynamique positive. Ouais, tordre le cou à ce vieil adage de, «Les femmes entre elles, c'est un enfer». Non, en fait, les femmes entre elles, quand elles s'entraident justement, c'est juste phénoménal. Ça génère une énergie de malade. On est capable de déplacer des montagnes comme ça, Mmh. plutôt que de rester dans sa tête à, craindre que, un tel ou une telle, prenne notre place. Et ben, je resterai sur ce mot de la fin que j'aime beaucoup, effectivement. Donc leadership féminin, oui, effectivement, mais pas seulement. Il y a aussi, plus que ça. On apporte notre touche, on apporte, notre expérience de vie, et ça fonctionne aussi par phase, donc accepter, d'être dans des phases différentes, gérer cette, incertitude pour gérer, notre propre évolution. En tout cas, un immense merci Lise d'avoir partagé ce moment et ton expérience de vie, ton expérience de la vraie vie. J'aime bien et je pense que c'est important aussi de relater ce qui se passe vraiment au quotidien, pas seulement idéaliser pour pouvoir, accepter d'évoluer et de changer, de traverser justement ces fameuses zones, d'inconnu et d'inconfort. Merci beaucoup Lise. Un grand merci Stéphanie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching ou rejoindre l'un de mes accompagnements, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Le bootcamp Be You Be Bold réouvre ses portes tout début 2025. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente sur le site web resetyourmind.com. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et bien plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre.